Oui, après l'intervention émouvante de notre ami Marcella, il y a un dernier sujet, très sensible aussi, à aborder. C'est le sujet de l'inclusion. Ce thème sera traité par M. Michel Billet, notre ami Michel, qui est sociologue, spécialisé dans les questions relatives au handicap et à la vieillesse, président de l'Union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées, membre du Conseil scientifique sciences humaines de France Alzheimer, pour ne citer que quelques titres. Il se définit lui-même comme, je le cite, sociologue, éducateur spécialisé à l'origine. Je suis devenu formateur en travail social, puis directeur adjoint de l'Institut régional du travail social de Poitiers, où il vit d'ailleurs. Désormais à la retraite, je poursuis une activité de conférencier spécialisé dans 3 domaines, la gérontologie, le handicap et la sociologie de la famille. Voici les titres de quelques-uns de ses ouvrages, quelques-uns seulement, il y en a beaucoup. Dictionnaire impertinent de la vieillesse, Dépendance quand tu nous tiens, Manifeste pour l'âge et la vie, réenchanter la vieillesse. Il faut dire aussi que lors de l'un de nos précédents congrès, Michel nous a gratifié d'une très belle et émouvante intervention sur le thème du handicap invisible. Intervention dont nous avons imprimé le texte et que nous tenons à votre disposition. Hélène, d'accord ? Je ne doute pas, mais absolument, mon cher Daniel, et je ne doute pas que son intervention aujourd'hui soit tout aussi forte et émouvante et qu'elle sollicite également beaucoup de demandes pour pouvoir relire ses propos. C'est aussi l'occasion de remercier Michel Billet. Merci Michel de tout cœur d'avoir signé donc la préface de l'ouvrage Rencontre avec des personnes rares, leur vie avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est en vente donc sur le site Les Influences au profit donc de l'association CMT France. Et bien sûr, toujours aussi modeste, notre amie Hélène a oublié de préciser qu'elle est l'auteur de cet ouvrage et qu'elle a elle-même choisi d'en reverser le produit de la vente à CMT France. Merci Hélène. Merci. Michel, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à chacune, chacun. Bonjour Hélène, bonjour Daniel. Mon Dieu, que d'émotions, de plaisir aussi, que d'émotions de vous retrouver l'un, l'autre, les uns, les autres, malgré la distance, malgré... Allez. Alors, inclusion, parlons-en pour que l'invisible ne devienne pas transparent. Comme moi, vous l'avez remarqué sans doute, régulièrement, le vocabulaire de l'action sociale, médico-sociale, s'enrichit de quelques mots nouveaux, censés permettre de penser différemment les choses, de penser et d'agir évidemment. Alors, évidemment, c'est peut-être un évidemment en trop. Je veux dire, comme beaucoup d'entre nous, sans doute, j'ai été élevé dans l'idée qu'il me fallait apprendre à maîtriser la langue que je parle. Et ça me paraît absolument nécessaire, indispensable. Maîtriser la langue. Oui, mais ce n'est peut-être que la moitié d'une question. Après tout, j'ai mis très longtemps à comprendre que peut-être, pour une part au moins, la langue que je parle me maîtrise. Je veux dire par là qu'elle me fait penser, que les mots que j'emploie me font penser d'une certaine manière. Permettez-moi un exemple tout à fait banal, anodin. Nous sommes dans une pièce à 2 ou 3 adultes, dans la pièce voisine, juste à côté, un enfant, il a 3 mois, 4 mois, et nous avons mission, évidemment, de veiller sur lui, d'être attentif, etc. Cet enfant dort. Très bien. Et soudain, nous l'entendons. Alors, l'un de nous dit « Oh, t'as vu ? Il crie !» Et l'autre dit « Ah oui ? Il pleure. » Alors attendez, il pleure ou il crie ? Ah, bien sûr, c'est presque pareil. Oui, mais vous ne viendrez pas vers cet enfant de la même manière si cet enfant pleure ou si cet enfant crie. Alors évidemment, moi qui suis sa maman à ce bébé, évidemment pour moi il pleure, forcément. Enfin, sauf que la nuit dernière il m'a cassé les pieds parce qu'il n'a pas fermé l'œil, et que du coup, il y a des jours où oui, il pleure, mais enfin, s'il pouvait arrêter de crier, ce serait pas mal non plus. Bref,
Et vous voyez que les mots qui me viennent pour désigner la situation dans laquelle je veux intervenir vont donner une certaine couleur à mon intervention. Et vous ne viendrez pas vers cet enfant, nous ne viendrons pas vers cet enfant de la même manière s'il pleure ou s'il crie. Alors imaginez un petit peu qu'en anglais, he cries. Alors là, on est devant une complexité absolument merveilleuse. Les mots que j'emploie me font penser. En principe, la pensée précède l'action. Je dis en principe parce que nous savons bien aussi qu'il nous arrive parfois d'agir et de réfléchir après avoir agi. Mais allez, les mots me font penser, la pensée précède l'action, autrement dit, les mots me font agir. Alors, les mots qui arrivent dans le vocabulaire de l'action sociale et médico-sociale, par exemple, ne sont donc pas anodins. Et ces mots vont venir déterminer la pensée, et c'est ainsi que nous avons remarqué, les uns et les autres, depuis une dizaine d'années environ, l'arrivée d'un terme relativement nouveau dans ce vocabulaire de l'action sociale et médico-sociale, le mot inclusion. Alors, inclusion, de quoi parlons-nous ? Je ne sais pas de quoi nous parlons. Écoutez un peu les discours politiques, administratifs ou politico-administratifs que nous entendons assez souvent, qui me font penser avec un brin d'humour conjugué à un brin de tristesse à ce sketch de Raymond DeVos qui nous disait Mesdames, Messieurs, ce n'est pas parce que j'ai rien à dire que je vais me taire. Moi, quand j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Eh bien, s'agissant d'actions sociales, médico-sociales, nous entendons un certain nombre de nos représentants politiques ou de nos responsables administratifs, etc., tenir un discours, souvent, pas toujours heureusement, mais souvent un discours de cet ordre-là. Ce n'est pas parce que j'ai rien à dire que je vais me taire. Quand j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Et par exemple, je vais vous parler d'inclusion. Alors oui, d'inclusion sur un territoire inclusif, conformément au projet du territoire, en suivant évidemment le parcours du patient sur un territoire de santé qu'il faut apprendre à distinguer du territoire de soins, parce que la confusion entre le territoire de santé et le territoire de soins, comment pourriez-vous penser l'inclusion si vous vous mettez à confondre? Mais on ne vous dira jamais ce que c'est qu'un territoire. Je me souviens d'un jour où je posais la question comme ça à un responsable de l'action sociale au niveau régional, et où il me répondait, mais monsieur, il faut absolument distinguer la carte et le territoire. Ah ben oui, la carte et le territoire. Michel Houellebecq pour penser la politique médico-sociale. Bref. Alors, le mot inclusion, il arrive, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, il arrive et il vient se distinguer le vocabulaire des mots que l'on utilisait avant. Alors vous allez dire, mais pourquoi focaliser l'attention sur les mots comme cela? Allez, c'est un petit peu à la mode de le citer, mais je me le permets quand même. Albert Camus qui nous disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Ah, écoutez, le monde a suffisamment de malheurs comme cela. Si c'est vrai que mal nommer les choses, c'est en rajouter, alors décidément, nous avons à faire ce gigantesque effort pour nommer mieux les choses que nous voulons faire exister. L'inclusion est désormais partout énoncée, partout proposée, revendiquée. La ville se doit d'être inclusive, l'entreprise, les transports, l'école, l'écriture, inclusive évidemment. L'université, l'habitat, les commerces sont dits inclusifs. Réjouissons-nous, la cité se fait inclusive, l'inclusion nous est donnée comme un projet quasi politique de transformation du monde. Franchement, qui s'en plaindrait?
Qui oserait prétendre que l'exclusion vaudrait mieux que l'inclusion? Évidemment, ce serait absurde. Allez, restons optimistes. L'arrivée de l'inclusion est certainement l'expression d'une bonne volonté collective, d'un souci de bien faire, de prise en considération des difficultés rencontrées par un certain nombre de nos concitoyens au motif de l'âge, au motif du handicap, de la maladie ou peut-être même du manque de ressources, etc. Donc, nous allons inclure. D'accord. Mais que signifie vraiment et qu'apporte vraiment cette nouvelle notion d'inclusion? En 1974, René Lenoir, il allait devenir secrétaire d'État de Simone Veil, qui elle-même était ministre de la Santé à l'époque. René Lenoir, dans un ouvrage intitulé « Les exclus », tentait de cerner le mal que nous avions et que nous aurions à combattre, là où jusqu'à présent nous parlions d'inadaptation. Tiens, il nous suggérait de passer de l'inadaptation à l'exclusion, faisant l'inadaptation qui faisait porter sur l'individu inadapté le problème à résoudre. T'es inadapté, ben adapte-toi, évidemment, d'accord? Et les professionnels, ils n'ont pas d'autre chose à faire que d'adapter les inadaptés. Bien, donc il nous suggérait de passer de cette notion d'inadaptation à la notion d'exclusion, et il nous expliquait qu'il était grand temps de regarder l'exclusion parce que, nous disait-il, un Français sur 10, 1 sur 10 souffrait d'exclusion. Alors, c'était en 1974, on peut imaginer que depuis les choses se sont, oui, arrangées, oui. Allez, 1 sur 10, je n'ai pas de chiffre aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'on est à moins? J'espère que ça s'est amélioré. C'est pas absolument certain. On va donc progressivement s'intéresser à ce phénomène qu'est l'exclusion et qui touche aussi bien les personnes handicapées, les malades chroniques, les personnes âgées, en grande difficulté sociale, les pauvres tout simplement, les immigrés, ne les oublions pas quelquefois, etc. Toutes ces personnes pour lesquelles il faut soigner, aider, réadapter, prévenir, fin de citation de René Lenoir, etc. Notion corollaire de cette notion d'exclusion, notion qui va apparaître exactement dans cette période-là et qui connaîtra son apogée en 1988 avec la création par Michel Rocard du revenu minimum d'insertion. Oui, insertion. Ils sont exclus, on va donc les insérer. Très bien. Alors pourquoi aujourd'hui d'inclusion, puisqu'on avait cette insertion possible? Alors, permettez-moi, pour essayer d'aller plus loin sur ce registre, d'utiliser ce que j'aime bien appeler la métaphore du livre, une idée qui m'est venue par une nuit d'insomnie. Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, mais il arrive même que les insomnies, quelquefois, permettent la réflexion. La métaphore du livre. Alors, vous avez dans les mains un ouvrage, un livre, vous savez ce que l'on appelait autrefois, avant que le téléphone portable ne le remplace, ce que l'on appelait le livre de chevet, celui que vous posez sur la table de nuit, sur la table de chevet, au chevet du lit, etc. Et que tous les soirs vous ouvrez pour pouvoir vous endormir, apaiser l'esprit ailleurs, et vous lisez un passage, deux passages, presque toujours le même. Il est tellement beau ce passage que... Voilà. Alors, ce livre, tellement lu, relu et relu, etc., il est abîmé par l'usage. La reliure en est quelque peu émenée, malmenée, fragilisée. Donc il y a même des pages qui se détachent. Alors vous prenez le livre et au moment où vous voulez l'ouvrir, paf, allez, une page tombe. La voilà, tombée au sol. La voilà exclue du livre. Elle est au sol,
attention, si vous ne prenez pas 1000 précautions, il se peut que vous ne l'ayez même pas vue tomber, que vous marchiez dessus, que vous la piétiniez, qu'elle s'abîme, qu'elle soit perdue, pour toujours perdue. Voilà. Il se peut que certains de nos contemporains exclus soient peut-être, oh là là, piétinés au point d'être pour toujours exclus. Nous ne le voulions peut-être pas, mais il se peut que nous l'ayons fait quand même. Bref, la page est exclue. Mais avec bienveillance, attention, délicatesse, il se peut que vous ramassiez la page et que vous preniez l'ouvrage, le livre, et puis vous n'avez pas le temps, il faut faire vite. Alors vous ouvrez le livre et hop, vous placez la page, ça y est, vous l'avez inséré. Bravo, heureusement vous l'avez inséré. Je préfère beaucoup l'insertion à l'exclusion. La page n'est pas perdue. Et puis, il arrive même que, en insérant, nous ayons un peu de chance et qu'au moment où vous avez rouvert le livre, vous l'ayez rouvert justement parce qu'il a été beaucoup lu sur ce passage-là, il se soit ouvert spontanément au bon endroit. Alors vous avez pris la page, vous l'avez glissée dedans et elle trouve dans le livre non seulement une place, mais sa place. C'est-à-dire que quand vous l'avez posée dans le livre, elle n'est pas à l'envers, la tête en bas, etc. Elle est bien à l'endroit de tac. La page 47 est entre la 46 et la 48, ça y est. Et elle est à l'endroit. Autrement dit, elle trouve sa place, ce grâce à quoi ce qui précède lui donne sens, ce grâce à quoi elle donne sens à ce qui suit. Voilà. Elle a trouvé sa place, vous l'avez insérée, elle s'est intégrée. Ah, intégration, tiens, j'ai le devoir et le pouvoir d'insérer, mais l'autre s'intègre ou non. De la même manière que le médecin a le devoir, le savoir, le pouvoir de me soigner, mais je guéris, peut-être, et il n'est pas sûr que quelqu'un ait le pouvoir de guérir l'autre. Alors, insertion, intégration, et bien voilà, nous en étions là, et nous avions à travailler au service de l'intégration, formidable, avec cet objectif d'intégration, lorsque, il y a une dizaine d'années maintenant, 10-15 ans, la notion d'inclusion vient faire son apparition et vient un peu re-questionner tout cela. Qu'est-ce que ce serait donc l'inclusion ? Eh bien, en 1979, Jacques Bochart publiait un ouvrage dans lequel il nous disait, je cite, « Nous avons à comprendre que la dynamique de l'intégration n'a jamais réduit et ne réduira jamais la dynamique de l'exclusion. » Voilà. Autrement dit, j'ai inséré, vous vous êtes intégré, tant mieux, tant mieux. Comment garantir que l'exclusion ne se reproduira pas ? Eh bien voilà. L'inclusion, la pertinence de cette notion d'inclusion, elle est là exactement. Il s'agit, au fond, si je reprends la métaphore du livre, il s'agit au fond de retisser du lien. Alors pour le livre, on appelle ça la reliure, le lien, et il s'agit de tisser du lien social de telle sorte que la solidité de ce lien fasse que la page ne retombe plus, que l'individu ne soit plus jamais exclu. Alors il nous faut penser l'inclusion. Il s'agit, pour penser l'inclusion, de penser une modification structurelle, structure du livre, la reliure, une modification structurelle de la société dans laquelle nous vivons. Il ne suffit pas de décréter, de déclarer l'inclusion, il nous faut penser l'inclusion pour que la reliure ne lâche plus,
que le lien ne lâche plus. Alors oui, la ville inclusive, merveilleuse idée, mais si les trottoirs, les transports en commun ne sont pas physiquement accessibles, eh bien, l'inclusion restera une déclaration d'intention, mais elle sera finalement un vœu pieux, sympathique, inefficace. Il se pourrait même que de temps en temps, nous assistions à des déclarations qui se prétendent inclusives pour ne pas la faire, cette inclusion. Alors oui, l'école inclusive, une idée merveilleuse, mais un enseignant pour 30 élèves dans une classe, 30 enfants, 30 adolescents, garçons et filles, ils ont 13-15 ans, mais comment fait-on? Et puis un enseignant qui aurait été formé où et quand à ces questions relatives au handicap, à la maladie, à l'inclusion, etc. D'accord? Alors, où sont les auxiliaires de vie scolaire? Sont-ils en nombre suffisant? Comment sont-ils formés, reconnus, payés, etc. Sans quoi l'inclusion, l'école inclusive, oui, une belle idée, sympathique, une formule merveilleuse, mais est-ce réaliste? Est-ce possible? Il se pourrait à ce moment-là qu'on déclare l'école inclusive pour pouvoir arrêter de financer et par conséquent fermer des établissements spécialisés ou services spécialisés qui, oh là là, coûtent cher, vous vous rendez compte, enfin, voilà. Attention, l'école déclarée inclusive, si elle n'a pas les moyens de réaliser cette inclusion, si les modifications structurelles de l'école ne permettent pas cette inclusion, alors nous assisterons à une pseudo-inclusion qui produira à son tour de l'exclusion, mais une exclusion quasi invisible puisqu'ils seront exclus de l'école dans l'école. Ouais. Mais comment apprendront-ils? Pour poursuivre un petit peu la réflexion sur ces questions, il nous faut, je crois, revenir à ce que l'on appelle la situation de handicap. Grâce à Julia Kristeva, je ne sais pas si son nom vous évoque quelque chose, philosophe à laquelle Jacques Chirac avait demandé à l'époque, nous sommes en 2003, pardon, Jacques Chirac lui avait demandé un rapport sur la situation des personnes handicapées en France, etc., l'état de la situation. Et Madame Kristeva a eu le culot de publier son rapport avant de le remettre au président de la République, qui, dans un premier temps, évidemment, a froncé les sourcils, et dans un deuxième temps, l'a remercié de cette impertinence en disant, au moins comme cela, vous étiez sûr qu'il ne resterait pas dans un tiroir. Alors Madame Kristeva a publié une lettre au président de la République sur les citoyens en situation de handicap, à l'usage de ceux qui le sont et de ceux qui ne le sont pas. Alors, dans ce petit ouvrage, Madame Kristeva fait référence aux règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées édictées par les Nations Unies, publiées en 1982, je cite, « Le handicap est fonction des rapports des personnes handicapées avec leur environnement. Fonction des rapports des personnes avec l'environnement. Il surgit lorsque ces personnes rencontrent des obstacles culturels, matériels et sociaux qui sont à la portée de leurs concitoyens. Le handicap réside alors dans la perte ou la limitation des possibilités de participer sur un pied d'égalité avec les autres individus à la vie de la communauté. » Et bien voilà, d'où la nécessité de modifier la structure même des bus dans lesquels nous avons à monter, de modifier la structure des trottoirs, de modifier la structure, l'organisation de la circulation en milieu urbain
etc. Sans quoi, la notion de handicap resterait pertinente. C'est-à-dire, le handicap, c'est toujours une certaine incapacité, elle est relative, jamais totale, évaluable, parfois réversible, pas toujours, mais une incapacité, une certaine déficience, forcément évaluable, réversible, etc. Mais quelquefois, une déficience à laquelle parfois on ne peut pas toucher. Cette déficience, elle entraîne une incapacité relative, elle aussi. Ce n'est pas parce que j'ai perdu l'usage d'une main que je ne peux plus courir. Ce n'est pas parce que j'ai perdu l'usage de la main gauche que je ne peux pas continuer à écrire de la main droite si je suis droitier. Ce n'est pas parce que, etc. Déficience, elle entraîne une incapacité relative et la conjonction des deux crée une situation dans laquelle je vais connaître un désavantage. Par exemple, je ne peux pas monter dans un train avec le fauteuil roulant dans lequel je suis assis s'il n'y a pas autour de moi non seulement un élévateur, etc., mais quelqu'un pour veiller, pour la manœuvre, pour... Voilà. Et du coup, ce désavantage, il peut être compensé. Seulement, pour un certain nombre de nos contemporains qui vivent ces situations, il se trouve que l'invisibilité du handicap vienne rajouter aux difficultés de la situation. Tous les handicaps ne se voient pas. Le handicap invisible ou caché pourrait se trouver ici particulièrement maltraité. Si vous ne montrez pas le handicap, par exemple par pudeur, ou s'il n'est pas visible, qui le devinera ? Qui le verra ? Qui comprendra que la situation que vous vivez est insupportable ? Si vous ne dites pas le handicap, s'il n'est pas su, qui le prendra en considération ? Il se pourrait alors que l'invisibilité du handicap, dans ces conditions de pseudo-inclusion, celle dont on parlerait pour ne pas avoir à la réaliser, rende parfaitement transparent celui ou celle qui vit ce handicap. Invisibilité du handicap, transparence de celui qui le porte, circuler, décidément, il n'y a rien à voir. Invisibilité du handicap, inclusion, allez, nous avons ce gigantesque défi à relever, le défi de l'inclusion qui consiste à envisager de modifier les structures mêmes de ce qui fait la société française contemporaine, modifier les structures mêmes pour qu'elles cessent d'exclure. Alors, l'entreprise inclusive, bravo, oui mais, où a-t-on vu qu'une entreprise serait accessible dans toutes les composantes nécessaires de l'accessibilité ? Entreprise inclusive, culture inclusive, bravo, oui, culture inclusive, oui. Où a-t-on vu que la culture s'adresserait à tous ? Où a-t-on vu que la langue des signes, avec ce qu'elle permet de traduction, que la langue des signes serait répandue ? Si vous êtes sourd, allez aux urgences de l'hôpital le plus proche et vous allez voir. Je termine. Invisibilité, tous les handicaps ne se voient pas. L'inclusion, elle exige de faire, de refaire la reliure, de tisser, retisser le lien social avec tous et tous, tant que l'âge, le handicap, la maladie, l'origine, le niveau d'études, le niveau de vie ne puissent constituer des critères de discrimination ou d'exclusion. Charles Gardou, mon ami Charles, dans un très joli petit bouquin, La société inclusive, parlons-en, termine son petit ouvrage en nous disant « Non seulement il n'y a pas de vie minuscule, mais il ajoute, et je termine, être inclusif n'est donc pas faire de l'inclusion pour corriger a posteriori les dommages, les iniquités,
les catégorisations et les ostracismes. C'est redéfinir et redonner sens à la vie sociale dans la maison commune. Il ne faut jamais se guérir du mal des autres. Merci. Merci Michel. Merci pour cette intervention aussi pertinente que sensible, comme d'habitude. Merci. Merci infiniment. Merci. Mon cher Michel, et donc nous nous retrouvons maintenant dans quelques minutes, Daniel, pour notre table ronde qui sera modérée par le professeur Charamatarian et donc où nous allons répondre, ou plus exactement, tous nos experts vont répondre à vos questions. Donc on se retrouve dans 8 minutes, très précisément, juste le temps pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de répondre à notre 3e et dernier sondage sur le choix des ateliers. Donc c'est une question particulièrement importante, donc nous comptons sur vous. Et donc, à dans quelques minutes.